Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la majorité qui se réorganise au Sénégal. La bataille d'influence est lancée. Le président Bassirou Diomaye Faye dévoile ce samedi le nom de son nouveau parti, tandis que son Premier ministre, Ousmane Sonko, consolide les rangs du PASTEF. Entre nouvelle adhésion, départ et jeu d'alliance, le paysage politique sénégalais est en pleine recomposition. Nous irons sur place dans cette édition. Et en ce 25 juillet, la Tunisie célèbre la date de la fête d'indépendance, mais aussi les 5 ans du coup de force de Kais Saied. Réélu en 2024, le président conserve une partie de son soutien, mais la crise économique s'aggrave. Coupure d'électricité et d'eau, contestation sociale, inquiétude sur les libertés publiques. Plusieurs milliers de personnes sont descendues à Tunis ce samedi, jour d'anniversaire de son arrivée au plein pouvoir. Lui aussi est tunisien, mais il fait l'unanimité. Azzedine Alaïa était un très grand styliste né à Tunis qui n'a jamais cessé de puiser son inspiration sur le continent africain. Près de 10 ans après sa disparition, une expo à Paris lui est consacrée. Nous irons sur place. Et on ouvre ce journal par le Sénégal où la majorité présidentielle entre dans une nouvelle phase. Le président Bassirou Diomaye Faye a lancé son propre parti un peu plus de 2 ans après son élection, une initiative qui intervient alors que son Premier ministre Ousmane Sonko reste à la tête du PASTEF et revendique des centaines de milliers de nouvelles adhésions malgré quelques départs vers le camp présidentiel. La correspondance d'Elimanda depuis Dakar. Qui raille les patriotes républicains. C'est donc le nom du nouveau parti du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, parti qui a été lancé sous sa présidence. Qui raille, un mot wolof qui signifie globalement protection. Le président de la République vise à travers ce nom à se mettre au-dessus de la mêlée, à être là pour tout le peuple sénégalais et à faire en sorte que les Sénégalais s'unissent davantage. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Ce jour n'appartient pas seulement à un parti. Il consacre une certaine idée du Sénégal, une idée simple mais haute que je porte depuis l'enfance et que 2 années à la tête de l'État ont gravé en moi comme une certitude. Cette idée, c'est que seule la République protège et protège tout le monde. Un samedi très politique au Sénégal, au même moment du lancement du parti du président Bassirou Diomaye Faye. Son désormais rival Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale, est élu en tournée politique dans les localités de Bargny, Bambey ou encore Khombol au centre-ouest du Sénégal pour poursuivre la vente des cartes membres du PASTEF. L'objectif affiché par Ousmane Sonko est même de dépasser le cap des 1 million de cartes membres vendues aux militants du PASTEF. Le bilan de l'épidémie d'Ebola en RDC en Ouganda dépasse désormais les 1000 morts dans le foyer de la crise. À Bunia en Ituri, les soignants sont excédés par le non-paiement de leur salaire. Ils ont décidé de défiler ce samedi dans les rues de la ville pour protester. Nicolas Chamontin. Des pancartes et un pneu en feu pour attirer l'attention. Ces soignants de Bunia réclament un meilleur soutien du gouvernement congolais après plus de 2 mois à lutter contre Ebola. Nous nous tenons prêts à aller au bureau du gouverneur. Nous n'avons pas été payés par l'État depuis 2 mois. Nous voulons être payés pour ces 2 mois, juin et juillet. Si nous ne le sommes pas, nous arrêterons le travail. On s'est déjà sacrifié. Et si on continue de rester comme ça, on va se sacrifier dans les vides. Et quand on aura aussi des contaminations, on aura des morts, qui va nous considérer, qui va nous dédommager, qui va nous payer? Bunia est la capitale de l'Ituri, la province de loin la plus touchée par Ebola avec 89% des cas et 84% des décès. Une épidémie qui met le système de santé sous pression. En visite dans un hôpital à Mongboalou, la première ministre a promis de tout faire pour payer les salaires et fournir plus d'équipements aux soignants. Il y a des laboratoires qui sont en train d'être mis en place, il y a des équipements, des véhicules pour pouvoir aller chercher des malades d'ambulance, etc., qui sont en train d'être livrés petit à petit, mais on essaie de le faire le plus rapidement possible.
Malgré ces efforts, l'épidémie se propage plus rapidement que les précédentes selon l'OMS. Le traçage des cas contacts demande des moyens considérables et certains malades ne sont jamais détectés. Selon le gouvernement, le virus a fait 1300 morts depuis le début de la crise sanitaire au mois de mai. 5 ans après le coup de force constitutionnel de Kais Saied, le pays célèbre l'anniversaire de la République dans un climat de forte tension. Si le président affirme avoir remis de l'ordre dans les institutions, ses détracteurs dénoncent une dérive autoritaire. La répression des opposants et l'affaiblissement des contre-pouvoirs à cette crise politique s'ajoutent désormais les difficultés du quotidien, délestage électrique, coupure d'eau, colère sociale qui alimente évidemment les appels à manifester. Lilia Blaise. Cette manifestation a une résonance particulière car au slogan politique habituel qu'on peut entendre dans ce genre de manifestation à l'appel de la société civile et de l'opposition politique, il y a eu énormément de slogans qui dénoncent la dégradation de l'état du pays, aussi bien à cause des coupures d'électricité et d'eau qu'on a pu voir ces 15 derniers jours, mais aussi à cause de la situation économique, une situation économique qui n'a pas progressé selon la centrale syndicale l'UGTT qui a dénoncé le fait que le gouvernement n'avait pas tenu ses promesses économiques et avait rompu le dialogue social, et puis une situation sanitaire assez grave puisque l'Ordre des jeunes médecins a parlé de 150 à 200 morts de la canicule. Je suis aujourd'hui ici pour dire à tout le monde que la jeunesse tunisienne existe encore, qu'on a toujours de l'espoir dans notre pays et on va se battre jusqu'à la dernière minute pour notre pays. Il y a toujours de l'espoir, on est jeunes, on a toute la capacité de mettre notre pays en avant et voilà, on peut toujours avancer. Beaucoup de Tunisiens qui n'étaient pas forcément en faveur du régime actuel ont décidé de laisser un peu de temps pour voir comment ça évoluait. Je pense que là, on a atteint quand même toutes les limites. Quand les biens de première nécessité, quand les services c'est-à-dire primaires ne sont plus assurés, il y a quelque chose qui est rompu chez les Tunisiens. Un réel ras-le-bol qui a fait donc descendre beaucoup plus de personnes que d'habitude dans la rue en Tunisie. Mais comme l'ont dit certains experts et aussi des commentateurs sur les réseaux sociaux, dans le pays, une polémique en chasse souvent une autre. Et aujourd'hui, c'est difficile de savoir si l'élan de cette protestation va prendre du terrain ou si dès que les températures vont retomber, la situation va revenir à la normale. 2 ressortissants ghanéens ont saisi la Cour pénale internationale pour demander l'ouverture d'une enquête sur les agressions commises à l'encontre des migrants en Afrique du Sud. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa ne s'est pas encore exprimé sur cette requête. Le président ghanéen, lui, a réitéré ses appels à lutter contre ces violences. Le récit d'Émilie Boyle. Depuis plusieurs semaines, l'Afrique du Sud est secouée par des manifestations et des violences visant les immigrés accusés de voler emplois et ressources. Plus de 160 000 ressortissants étrangers ont quitté le pays et plusieurs sont décédés au cours des 2 derniers mois, alors que la violence de certains groupes s'intensifie contre les sans-papiers. Un groupe de jeunes hommes a commencé à me frapper avec des barres métalliques sur la tête et sur la colonne vertébrale. Ils m'ont tellement tapé le dos que chaque fois que je tousse, la douleur est atroce. 2 ressortissants ghanéens ont maintenant demandé à la Cour pénale internationale d'enquêter sur ces violences xénophobes qu'ils jugent susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité. Leur plainte dénonce des attaques répétées contre des migrants africains entre 2015 et 2026, comme des meurtres, des agressions ou des déplacements forcés. Ils accusent Pretoria de ne pas avoir empêché ni puni ces violences. Jeudi, le président ghanéen John Mahama a relancé son appel à débattre du sujet lors du prochain sommet de l'Union africaine. Nous restons profondément préoccupés par ces attaques. Cela porte atteinte à l'esprit même de la solidarité africaine et à nos efforts en faveur de l'intégration continentale. Balayer cette question sous le tapis ne permettra pas d'en résoudre les causes profondes. Alors que le ministère sud-africain des Affaires étrangères juge la plainte opportuniste, le président Ramaphosa avait déjà condamné les agressions, mais ne s'est pas encore exprimé quant à la plainte déposée à la CPI. À Paris, la fondation Azzedine Alaïa met à l'honneur les racines africaines du célèbre couturier tunisien. Né à Tunis, Azzedine Alaïa n'a jamais cessé de puiser son inspiration dans le continent de ses origines. Disparu en 2017, il reste le premier créateur africain à avoir intégré le prestigieux calendrier de la haute couture parisienne. Reportage d'Awa Diouf.
Ses liens avec l'Afrique sont méconnus. Pourtant, Azzedine Alaïa est resté profondément attaché à ses racines tunisiennes et s'est inspiré du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne. Nous sommes ici à la Fondation Alaïa, à l'endroit même où se trouvait l'atelier du créateur, pour une exposition qui retrace les influences africaines qui ont nourri son œuvre. Une inspiration discrète, mais qu'on retrouve pourtant dans l'ensemble de son œuvre. C'est pour moi là où s'incarne le plus cette inspiration des moucharabiés. Ce jeu que l'architecture fait avec l'ombre et la lumière, on le retrouve ici dans ces tissus perforés et je trouve que c'est une très belle illustration de cette influence africaine sur les créations d'Azzedine Alaïa. C'est une exposition qu'on a hésité à faire depuis de nombreuses années et qu'on se devait de faire parce que Azzedine Alaïa est tunisien, que ce thème de l'inspiration africaine est revenu plusieurs fois dans sa création. C'est pas vraiment un folklore de l'Afrique qui est venu à la rencontre d'Azzedine, mais c'est plutôt une sensibilité de l'Afrique, une sensibilité aux couleurs. Par exemple, lorsqu'il était à la rencontre de ces Maasai, il était subjugué par les rouges dont les hommes se drapaient. Et c'était presque se draper d'une couleur avant que de se draper d'un vêtement. Les robes à bandelettes de M. Alaïa, qui sont vraiment des icônes du XXe siècle, sont vraiment directement inspirées des momies. Il était passionné pour regarder cet art de la momification et ces robes à bandelettes sont vraiment une identification, peut-être la plus précise de toute l'expo, sur ce goût qu'il avait de l'Égypte. Azzedine Alaïa s'est éteint en 2017 à Paris avant d'être enterré à Tunis, sa ville natale. Tout au long de sa vie, il s'est inspiré de l'Afrique pour sublimer les femmes. L'exposition Azzedine Alaïa et l'Afrique est à découvrir jusqu'en janvier 2027. Voilà, c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier de Dakar à Bounia en passant par Tunis. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci. Vos histoires inspirent l'avenir. Votre quotidien suscite l'actualité. Vos cultures, vos combats, vos réussites sont au cœur de nos programmes. Nous racontons ceux qui ont fait notre planète et ceux qui la construisent. Nous racontons le monde, façonné par le quotidien de ceux qui y vivent. Liberté, égalité, actualité. En Nouvelle-Calédonie, les émeutes de 2024 ont ravivé les plaies du passé. Elles sont encore dans tous les esprits. Tous les Calédoniens se disent mais comment on a pu en arriver là? Les émeutes ont accentué la fracture économique et sociale. Elles ont creusé les divisions politiques et ethniques. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui rêvent toujours d'indépendance, de ceux qui ont la France chevillée au corps. Ici, c'est la France. La Calédonie, c'est la France. Non, je ne me sens pas française. Pas du tout. Moi, je suis Kanak, je resterai Kanak. Et enfin, de ceux qui rêvent d'une troisième voie qui pourrait permettre de forger un destin commun. Reporter, à voir sur France 24.